plaisir. Donc, je m'appelle Carole Beneteau. J'ai fait des expositions dans les musées, dans différents musées pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis à mon compte en tant que muséographe et j'accompagne aussi des graphistes, des scénographes. Et donc mon livre, c'est un ouvrage qui s'appelle Concevoir et réaliser une exposition. Alors ce livre, je l'ai fait aux éditions Erol. En 2012, il y a eu une deuxième édition en 2016. Et en fait, c'est parti d'un constat qu'il n'y avait aucun ouvrage qui racontait, j'aime bien ce mot-là, comment on produit une exposition. Et en fait, quand j'expliquais mon métier, quand je disais que mon métier c'était de faire des expositions, il y avait souvent une sorte d'incompréhension en face. Qu'est-ce qui peut t'occuper pendant aussi longtemps pour faire une exposition ? Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que non seulement ça m'occupait moi, mais ça occupait un certain nombre d'autres personnes à côté. Et donc, j'ai eu l'envie d'expliquer tout ça. Et ça a donné donc cet ouvrage qu'on a organisé. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule parce que je ne maîtrise pas la totalité de la chaîne de production de l'exposition. J'ai travaillé avec des relations professionnelles et amis qui ont chacun écrit un chapitre sur leur métier. Et donc, le livre est organisé, je crois, en 9 chapitres qui correspondent chacun à un métier de l'exposition. Donc on a un déroulé des tâches à accomplir et des enjeux de chaque métier. On a voulu en faire aussi un livre très pratique, donc des fiches métiers parce que ça pouvait aussi intéresser des étudiants. Et puis des interviews de d'autres professionnels pour donner un peu de visibilité sur d'autres points de vue sur les métiers de l'exposition. Ce livre, il a été conçu à la fois pour les étudiants, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent en histoire de l'art sans avoir une idée précise des débouchés. Donc là, il y a un panorama des métiers, en tout cas pour les expositions. Et puis aussi, notre idée, c'était de le proposer à des petites structures, par exemple une mairie d'une petite ville de province ou un centre associatif qui voudrait proposer une exposition, mais sans avoir les compétences techniques. Donc comme ça, ils ont la liste de tout ce qu'il y a à faire. Et ils peuvent voir ce qu'eux peuvent traiter en interne et ce pourquoi ils ont vraiment besoin de l'aide d'un professionnel et ce qu'ils peuvent lui demander. Alors, les enjeux sont doubles. En fait, il y a d'un côté une tension vers de plus en plus de spectaculaire parce qu'on a besoin de faire venir du monde. Mais de l'autre, le spectaculaire en soi ne suffit pas et donc il faut vraiment qu'il soit au service d'un contenu. Et il y a de plus en plus de propositions dans ce sens, de gens par exemple qui manient très très bien les nouvelles technologies, la réalité augmentée ou voilà, le multimédia et qui savent le mettre au service d'un contenu. Et ça, je pense que ce sont des choses qui sont très importantes pour l'avenir des expositions, de savoir transmettre non seulement des connaissances mais aussi des émotions, mais tout en restant toujours très vigilant sur le contenu qu'on apporte aux visiteurs. Et je pense en particulier à un dispositif qui a été proposé par l'entreprise Realcast, qui fait de la réalité augmentée pour les lieux de patrimoine. Et donc ce dispositif qu'ils ont proposé au musée du Quai Branly au mois de juin, il y avait cette exposition qui s'appelle Enfer et fantômes d'Asie qui était totalement extraordinaire. Et le musée du Quai Branly a voulu organiser des événements autour de l'exposition. Ils ont fait appel à Realcast pour organiser une chasse aux fantômes dans la médiathèque du musée du Quai Branly. Et là où c'était très réussi, c'est qu'il y avait tous les ingrédients du ludique, puisqu'on se promenait de nuit dans une médiathèque vitrée, donc on savait que c'était la nuit. Et puis on voyait, donc avec un casque HoloLens de réalité augmentée, on voyait la réalité et on voyait en plus des fantômes qui arrivaient et qu'il fallait chasser. Donc on avait tous les codes du film d'horreur, tout ce qui peut attirer un public peut-être plutôt jeune, enfin, certains codes qu'on n'est pas habitué à voir dans des musées. Mais en même temps, il y avait un travail très rigoureux qui avait été fait sur l'iconographie et tous les fantômes qui apparaissaient étaient des fantômes qui venaient de l'exposition Enfer et fantômes d'Asie. Et quand on capturait le fantôme, on avait quelques informations sur le pays d'origine, sur l'histoire du fantôme. Là, j'ai parlé de cet exemple parce que je le trouve très réussi, mais je reste convaincue qu'une exposition, c'est avant tout
un outil de médiation. En fait, on veut transmettre des contenus et que la dimension humaine est indispensable pour transmettre les contenus, que si on l'oublie, on perd énormément de choses. Et du coup, j'ai assez envie de parler de cette visite que j'ai faite récemment au musée de la chasse et de la nature, où j'ai trouvé que cette dimension humaine était vraiment fouillée, où les gardiens de salle parlent avec les visiteurs, avec les enfants. Il y a des petites blagues qu'ils peuvent faire. Je ne vais pas vous les raconter parce que je vous laisse les découvrir, mais ça marchait très très bien parce que ça donne un engagement de la part du public qui est assez chouette et les enfants en particulier sont très très heureux après de retourner vers leurs parents pour leur expliquer ce qu'eux-mêmes ont découvert grâce aux gardiens de salle. Donc la technologie, c'est un outil qui est très intéressant, qui peut apporter beaucoup, mais qui doit vraiment rester au service du contenu et qui ne doit surtout pas faire disparaître la dimension humaine qui, à mon sens, est essentielle.